Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission, une émission spéciale et comme on vient de vous l'annoncer, nous avons ce soir en plateau le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochat, qui aura à cœur de répondre aux questions, une situation particulière actuellement en Guadeloupe. Donc nous ferons un petit tour des problèmes, je dirais, cruciaux, des problèmes aussi récurrents de la Guadeloupe. Monsieur le préfet, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Monsieur le préfet, donc est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la Guadeloupe vit une situation critique concernant le Covid? Critique, c'est toujours difficile d'employer ces termes. En revanche, on est dans une situation qui est vraiment très alarmante, concrètement. Le nombre de cas est important, mais je crois que le plus important, si on veut vraiment mesurer dans quel état on est, c'est de regarder la progression par rapport à la semaine dernière. On a eu 40% de cas supplémentaires. Si on continue la même tendance, on sera dans 2 semaines au-dessus de ce qu'on a connu au pic de septembre dernier. Donc voilà, je crois que c'est ça qui est s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est vraiment celle-ci. On a eu pendant 5 semaines un plateau, on était sur assez élevé, comme on le dit à chaque fois, toutes les semaines avec la directrice générale de l'ARS. Et puis depuis 2 semaines, on a une augmentation. Et là, on a une augmentation majeure qui vient d'arriver. Ça veut dire du nombre de cas positifs de façon importante. On a un taux de positivité qui est très important puisqu'il est au-dessus de 11. Ça veut dire qu'on a dépassé tous les seuils, 11,5. Et même si on prend les chiffres du début de la semaine, on est au-dessus de 12. Déjà pour les premiers chiffres constatés de cette semaine. Donc là, 11,5, c'était la semaine dernière. Et si on regarde les premiers jours de cette semaine, on est déjà à plus de 12. Donc là, on a des taux qui sont extrêmement importants. Ça veut donc dire que le virus circule vraiment beaucoup. Ça veut donc dire qu'on a beaucoup de gens font moins attention et donc se contaminent. Et donc quand on les teste, ils sont positifs avec un taux de positivité qui est très important. Alors, on va y arriver. Alors, je suis revenue sur la situation entre le 29 mars et le 4 avril. Alors, c'était 351 nouveaux cas contre 322. Entre le 5 et le 11 avril, donc c'est 357 cas avérés contre 506 cas. Est-ce que ce chiffre a augmenté déjà? Alors, 506 cas, c'est constaté de semaine à semaine. Oui. Depuis le début de la semaine, on continue la progression de ce qu'on voit tous les jours. Où en est-on aujourd'hui? On augmente d'une vingtaine de pourcents encore depuis les premiers jours de cette semaine. En fait, on prend les chiffres du lundi au lundi. Oui. Et donc, on les publie le mardi ou le mercredi, mais on les prend du lundi au lundi. Là, on est donc mercredi. Donc, on regarde les jours de mardi et mercredi et on voit qu'on continue à augmenter. Donc voilà, la situation, elle est loin d'être stabilisée, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle continue à augmenter. L'augmentation du nombre de cas positifs, en soi, c'est pas forcément très grave. On peut avoir des augmentations de cas positifs. Simplement, on sait très bien que plus on a de cas positifs, plus on a de cas potentiellement graves. Et donc avec des gens qui vont demain développer des maladies avec une forme grave et avec des complications parce qu'ils ont d'autres formes d'affection. Et on sait que c'est ça l'enjeu ici en Guadeloupe. On sait aussi que les chiffres parlent. Combien de décès et combien de personnes en réanimation? Alors, quand on regarde la semaine qui vient de s'écouler, il y a eu 2 décès malheureusement, une personne en médecine et une personne en réanimation. Et il y avait dimanche 15 personnes en réanimation, mais aujourd'hui on en avait 17. Donc voilà, 17 aujourd'hui. 17 et peut-être 18 ce soir, les derniers chiffres qu'on m'a donnés. Donc ça veut dire qu'on voit qu'on a une augmentation du nombre de personnes en réanimation. On augmente sans cesse le nombre de lits potentiels pour les personnes en réanimation. Combien de lits disponibles? Aujourd'hui, on a 21 lits disponibles en réanimation Covid, mais on peut augmenter encore puisqu'il y a des capacités pour le faire. Mais à chaque fois que le CHU augmente le nombre de capacités en réanimation Covid, il le prend soit au détriment des autres cas de réanimation, plus classiques, mais on a aussi beaucoup de gens en réanimation classique, hors Covid. On pourra parler des accidents de la route, mais pas seulement. On a aussi des gens qui sont en réanimation, ce qui est normal, c'est l'activité normale du CHU. Et puis, et ça se fait forcément au détriment d'autres activités, ce qu'on appelle la déprogrammation. Peut-on dire que cette situation est directement liée au fête de Pâques? C'est compliqué de le dire. On ne peut pas dire que c'est directement lié au fête de Pâques, c'est directement lié à l'environnement et à la façon de se comporter pendant les vacances de Pâques, vraisemblablement. Il y a pourtant le couvre-feu, monsieur le préfet. Il y a eu la fermeture des centres commerciaux. Alors, comment en est-on arrivé là? Eh bien, on continue à être arrivé là parce que je crois qu'il y a une chose qu'on a du mal à comprendre, nous, collectivement, c'est qu'on a face à nous le Covid avec sa version anglaise, le variant anglais. 97% des gens qui sont positifs sont maintenant testés au variant anglais. Ça veut dire qu'en fait, c'est la très, 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 très grande majorité des gens, quand ils sont atteints de la Covid, ont le variant anglais. Ce variant anglais, il est beaucoup plus contagieux, il est beaucoup plus volatile. Pour une personne qui est atteinte de ce Covid avec le variant anglais, il faut faire d'autant plus attention parce qu'on sait que
si on n'est pas à 2 mètres de distance, si on ne porte pas son masque, si on touche les personnes, on a un risque beaucoup plus grand d'être contaminé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Et beaucoup plus dangereux. Il n'est pas forcément plus dangereux. Il est plus dangereux à la fin, puisqu'on a plus de cas, et donc on a plus de cas avec des personnes qui peuvent être atteintes par d'autres pathologies. En revanche, il est plus dangereux en soi parce qu'il est beaucoup plus contagieux, et donc il se donne beaucoup plus facilement. Si on veut, je ne sais pas comment essayer d'imaginer, de dire les choses, mais il faudrait qu'on soit presque 2 fois plus attentif que ce qu'on était quand on a été pendant la deuxième vague. On a réussi à la passer, en respectant les gestes barrières. Eh bien, il faut continuer à le faire. On peut le faire. On peut vaincre cette vague en respectant vraiment strictement les gestes barrières. Mais cette fois, il faut vraiment les respecter strictement. C'est 2 mètres de distance. C'est de vraiment pas se regrouper les uns avec les autres. C'est vraiment ne jamais retirer son masque, surtout quand on parle avec des gens à une distance qui n'est pas au-delà de 2 mètres. Alors, est-ce qu'on sait comment ce variant est rentré en Guadeloupe? Non, ce variant, il est rentré par des gens qui ont été atteints du variant. Il est partout maintenant. Il n'y a plus aucune zone qui est préservée de ce variant anglais, notamment parce qu'il était très présent dans la zone Caraïbe, et il était aussi très présent dans l'Hexagone. Êtes-vous inquiet concernant ce variant brésilien? Je suis inquiet pour le Covid de façon générale, et donc on fait très attention aux variants brésiliens. Vous savez qu'il y a des mesures qui existent déjà dans nos relations avec la Guyane, donc ces mesures vont être renforcées, on va vérifier les contrôles. Ce sont des motifs impérieux, ce sont des tests PCR obligatoires, et puis je le rappelle parce que les gens l'ont un peu oublié, c'est qu'il y a une septaine obligatoire. Alors on le rappelle pour tous les gens qui voyagent, mais c'est une septaine avec un engagement sur l'honneur, et c'est indispensable vraiment de la faire quand on revient d'un voyage en métropole de Guyane, de pendant une semaine de rester dans un isolement, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut très bien être atteint du Covid, dans toutes ses formes de variants ou pas, et qu'on ne le sait pas forcément pendant les jours où on arrive, et puis petit à petit on s'aperçoit qu'on a ce variant, et puis en faisant le test au bout de 7 jours, on est sûr cette fois, et on peut prendre contact avec les gens, toujours en respectant les gestes barrières, bien évidemment. Alors ce soir, ce sera une émission sans langue de bois. Vous dites, oui, mais les gens attestent sur l'honneur que... Est-ce qu'on peut se fier à cela, monsieur le préfet? Est-ce qu'on peut faire confiance aujourd'hui quand on voit ce qui se passe et quand vous dites, oui, mais les gens attestent sur l'honneur? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Moi, j'espère que ça veut dire encore quelque chose d'attester sur l'honneur. Quand sur son honneur on atteste quelque chose, ça veut dire qu'on doit y faire attention. Mais attention, quand on atteste sur l'honneur de mettre en place cette septaine, c'est pas à la légère qu'on le fait. Premièrement. Deuxièmement, il faut encore être responsable. Bien sûr, il faut être responsable. Il faut imaginer aussi que c'est pas pour soi qu'on le fait, c'est pour les autres. Quand on fait cette septaine, on ne se protège pas soi-même, on protège les autres. Est-ce que ça sensibilise encore les gens? Quand on dit oui, mais c'est pas pour vous, c'est pour les autres, dans une société individualiste comme celle-ci, est-ce qu'on peut se fier à cela? Moi, j'espère honnêtement, alors peut-être que je suis trop naïf, mais j'espère honnêtement que ce soin aux autres, cette attention aux autres, notamment en Guadeloupe, est quelque chose qui est encore développé. Et que si on ne fait pas attention pour soi-même, qu'on fasse attention pour les autres. Et puis qu'on réfléchisse, quand on s'engage sur l'honneur, on réfléchit et on s'engage pour les gens de sa famille, on s'engage pour ses grands-parents, on s'engage pour ses cousins et pour ses amis. Donc c'est ça qu'il faut bien avoir conscience. Oui, donc vous y croyez? Oui, j'y crois bien sûr, c'est indispensable. De toute façon, la gestion de cette maladie, la gestion de la Covid, elle passe forcément par la responsabilisation et la responsabilité de chacun, de façon individuelle et de façon collective. L'application des gestes barrières, c'est vraiment une prise en compte individuelle et ensuite collective de ce besoin de le faire, de ce besoin de se protéger, mais aussi surtout de protéger les autres. Oui. Alors ce week-end, et je vais y arriver puisqu'on a dit qu'on dit des choses, il y a eu quand même des appels au niveau de la police et autres, disant qu'il y avait des gens qui faisaient des fêtes et il y avait de la musique jusqu'à 4h, 5h du matin, des gens qui dansaient et tout. Alors, est-ce qu'on peut parler là encore de responsabilité? Non, moi là je le dis, c'est de l'inconscience. C'est concrètement de l'inconscience. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Et d'ailleurs, allez, je vais dire les choses, c'est à cause d'eux qu'on est obligé de prendre des mesures un peu plus restrictives. C'est parce que tous les gens qui appliquent, qui appliquent les règles et qui font très attention, eh bien, sont obligés d'appliquer des règles encore plus strictes parce que des gens inconscients ou qui ne veulent pas comprendre ou qui ne considèrent que pour eux, cette gestion du Covid leur passe complètement au-dessus parce qu'ils considèrent qu'ils ne seront pas malades. Ils ne se rendent pas compte que si eux ne sont pas malades, ils peuvent l'être déjà et ils peuvent le donner à quelqu'un de plus fragile qu'eux. Donc c'est ça, c'est vraiment un sujet d'inconscience. Oui. La question, c'est est-ce qu'il y a plus d'inconscients que de conscients? Moi, j'espère qu'il y a plus de conscients que d'inconscients. D'ailleurs, il y a plus de conscients que d'inconscients puisque dans la grande majorité, les règles sont respectées. Est-il vrai que les différents clusters se trouvent vers le sud Bastère?
D'ailleurs on en a parlé tout à l'heure aux différents élus, on a fait le point, et sur le taux d'incidence, il y a un taux d'incidence qui est plus élevé aujourd'hui dans le sud Basse-Terre qu'en Grande Terre. C'est assez Avant, conjoncturel. Ça peut être l'inverse. Là c'est assez conjoncturel. On s'est aperçu qu'il y avait effectivement quelques clusters et des clusters qui ont généré beaucoup de cas. Puisqu'il y a eu 5 clusters, il y en a 2 ou 3 qui sont en Basse-Terre, et à chaque fois, c'est une vingtaine de personnes qui sont concernées. Donc, vous voyez, ça génère beaucoup de monde. Et donc, comme je l'ai dit, que le variant anglais est très contaminant, quand une personne est positive, elle va aller contaminer 2 ou 3 autres personnes si elle ne fait pas attention. Et donc, de ce fait, on peut avoir une augmentation. C'est ce qui se passe en Basse-Terre en ce moment. Donc, vous avez décidé pour cela d'amplifier les différents dispositifs. Est-ce qu'on peut dire que c'est le gouvernement qui vous a demandé de le faire, qui vous l'a imposé ? Le gouvernement, il veille à ce que dans les territoires, on applique des mesures qui permettent de se préserver. Et aujourd'hui, on est obligé de se préserver en Guadeloupe. Comme je l'ai dit, on est obligé de se préserver parce qu'il faut qu'on fasse attention à l'avenir et notre capacité à pouvoir soigner nos personnes les plus fragiles, et de capacité aussi à pouvoir soigner les gens, continuer à soigner les gens qui ne sont pas atteints de la Covid. Parce que le système hospitalier, il a besoin de rester capable de le faire. Et donc, le gouvernement nous donne un certain nombre de mesures générales, et ensuite on les adapte localement pour les mettre en place. Vous avez vu que en Guadeloupe, ce n'est pas la même chose qu'en Martinique, même si je pense qu'il faut qu'on regarde vraiment ce qui se passe dans l'île Sœur, parce que dans l'île Sœur, ils sont malheureusement un peu en avance sur nous quand on regarde l'évolution des chiffres. Donc regardons ce qui se passe en Martinique, parce que si on n'arrive pas à casser cette dynamique en Guadeloupe, on sera vraisemblablement obligé d'aller dans la même lignée. Oui. Alors, quelle est la voix des élus aujourd'hui ? La voix des élus aujourd'hui, eh bien, on a pu échanger beaucoup avec les maires et avec les présidents de PCI, avec des représentants du département et des représentants de la région, comme on le fait toutes les semaines. Donc on a échangé sur le diagnostic, sur l'état, et puis on a sur l'état des choses, et puis on a échangé sur les mesures à prendre. Et donc ils sont associés à la prise de décision. En tout cas, on en parle ensemble, effectivement. Et là aujourd'hui, sur les restaurants, par exemple, on avait un enjeu de débat, et donc cet enjeu de débat, il a été tranché d'une façon qui n'était pas forcément celle qu'on avait prévue, que j'avais prévue au départ. C'est-à-dire que moi, je considère que la fermeture des restaurants est une mesure qu'il faut que nous prenions. Alors là, on va adapter, on va travailler avec les restaurateurs pour voir si on peut développer un protocole. Mais je pense qu'à terme, si jamais on n'arrive pas à casser cette dynamique, il faudra qu'on en vienne à fermer les restaurants à l'heure du déjeuner. Parce que c'est un endroit aussi... Ça veut dire que les élus n'étaient pas d'accord qu'on puisse fermer les restaurants. Voilà, les élus considéraient qu'il était trop tôt pour le faire. Ouais. Donc vous avez suivi les élus. Oui, on a travaillé ensemble, mais on a convenu que sur les autres mesures, il fallait qu'on y aille. D'accord. Alors, le couvre-feu a baissé. D'accord. Alors, cela nous permet de parler de ces nouvelles mesures. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qui sera mis en place à partir de samedi ? Alors, à partir de samedi, à partir de samedi 19h, le couvre-feu va s'abaisser. C'est-à-dire le couvre-feu va se mettre en place de 19h à 5h du matin. Pas seulement pour le week-end, pour tous les jours ensuite, pendant 3 semaines, puisque c'est la décision que je prends, c'est de prendre une mesure assez longue pour qu'on en puisse en voir les effets sur le couvre-feu. À partir de samedi 19h aussi, les cinémas, les théâtres et les musées seront fermés pour cette même période de 3 semaines. Et puis on va travailler pour abaisser les jauges dans différents établissements recevant du public, dans les galeries commerciales, qui restent ouvertes, mais on a travaillé encore avec eux, avec les responsables cette semaine, pour abaisser encore la jauge et avoir des protocoles qui sont encore plus stricts en termes de contrôle, de vérification que les gens portent bien les masques et ont bien leur distanciation. Alors avant de poursuivre, Monsieur le Préfet, qu'entendez-vous par abaisser les jauges ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que, c'est un calcul qui est fait, il faut 8 mètres carrés par client à l'intérieur de la galerie commerciale à l'instant T. Donc c'est, je prends d'Estreland sans faire de publicité, c'est à peu près 4000 personnes à l'instant T. Eh bien, on va l'abaisser pour qu'il y ait moins de monde à l'intérieur des centres commerciaux à un instant T, pour que justement il y ait plus de fluidité, il y ait plus d'espace entre les personnes. Qui va réguler tout cela ? Eh ben, on travaille avec les responsables, et donc ils s'engagent ensuite, et on fait des contrôles pour vérifier que ces jauges soient bien respectées. De la même façon, on va travailler avec les cultes. Vous parliez de Basse-Terre tout à l'heure, on s'est aperçu qu'on a des clusters dans les lieux de culte, notamment dans les chorales. Et donc demain, je vais réunir les responsables de culte, et je veux que nous travaillions ensemble pour là aussi travailler sur le nombre maximal de personnes qui peuvent être présentes dans tous les lieux de culte, quels que soient les cultes. Et je pense que je vais demander qu'on ait une action particulière sur les chorales. Donc plus de chorales.
faut qu'on en parle avec les responsables de culte. En tout cas, des chorales pendant lesquelles on s'aperçoit qu'on répète et on chante sans masque, tout en étant regroupés. Et en majeure partie, ce sont des personnes qui sont âgées. Voilà, je pense qu'on n'est pas exactement dans l'esprit de ce qu'il faut faire pour lutter contre la Covid. D'accord. Donc, au-delà, est-ce que pour l'instant, c'est tout ce qui est prévu? Alors ça, c'est pour samedi. Et à compter de lundi, 2 mesures particulières. La première, c'est la suspension de toutes les compétitions sportives pour adultes. À compter de lundi. Je le fais à compter de lundi pour que les compétitions de ce week-end puissent se passer, puisque là, on est trop proche en termes de calendrier. Donc, j'ai souhaité que les ligues puissent continuer à organiser, mais à compter de lundi, pendant 3 semaines, il y aura une suspension. On a vu ça avec les responsables. Et puis, à compter de lundi aussi, une mise en place de ce qu'on appelle une demi-jauge, c'est-à-dire un travail à demi-effectif dans les lycées et dans les collèges. Une semaine sur 2, donc la moitié des effectifs et des élèves seront présents physiquement dans le collège et dans le lycée. Et l'autre moitié sera à domicile pour suivre les cours. Et la semaine suivante, il y aura inversement. L'objectif, c'est d'éviter d'avoir du brassage d'élèves. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire que le variant britannique est un variant qui est très contagieux. Il faut qu'on évite de se regrouper et de tous se retrouver les uns sur les autres. Donc il faut qu'on aère et qu'on espace les lieux et les moments où on se retrouve. Alors, concernant les arrivées des personnes ici en Guadeloupe, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que on est toujours au motif impérieux? Comment ça va se passer? On est toujours au motif impérieux et on est toujours sur les tests PCR, 3 jours avant de partir, 62 heures avant le départ. Un engagement sur l'honneur, comme on l'a dit tout à l'heure, à réaliser une septaine et un test à réaliser au bout d'une semaine. Honnêtement, on a très largement diminué les flux d'arrivée, comme vous le savez, puisque les motifs impérieux ont eu un effet très fort, puisqu'on est autour de 20% des passagers habituels. D'accord, alors maintenant, la situation est quand même très, très compliquée et vous l'avez dit. Beaucoup de Guadeloupéens se disent, mais pourquoi ne pas avoir été très radical dans les choses, c'est-à-dire avoir imposé, on va pas dire seulement le couvre-feu. Le confinement. C'est ce mot-là qui fait peur. Donc pourquoi ne pas avoir carrément fait un confinement? Mais c'est vous qui venez de le dire, c'est un mot qui fait peur. Et puis, qui fait peut-être plus peur à l'État qu'à la population. Non, parce que il fait peur à tout le monde concrètement. Regardez ce qui s'est passé pendant le confinement qui a eu lieu ici. Regardez le confinement qui se passe dans l'Hexagone. Regardez le confinement qui s'est passé en Martinique. Les effets sont bien pires que ceux qu'on voit ici sur l'activité, sur l'environnement général de la société, sur les relations des uns avec les autres. C'est très compliqué de sortir du confinement et de retrouver une vie plus normale. Maintenant, c'est pas une peur, c'est juste ça sera le dernier instrument possible si jamais on n'arrive pas à enrayer. Et je le dis, on sera obligé d'y venir, bien entendu. Si jamais nous n'arrivons pas, évidemment, à enrayer le nombre de cas positifs. Alors honnêtement, parce qu'on a vu comment les commerçants n'étaient pas d'accord pour un couvre-feu, pour la fermeture des centres commerciaux, est-ce qu'il n'y a pas honnêtement une pression du lobby économique aujourd'hui qui fait que, bon, on ne peut pas aller trop vite dans les mesures, on ne peut pas faire trop? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment cet aspect-là? Je ne parlerai pas de lobby économique, il y a le besoin d'un équilibre. C'est justement pourquoi est-ce qu'on n'a pas décidé de... Mais regardez ce qui se passe en métropole sur le confinement. Vous voyez bien que c'est un confinement qui a été adapté. Il y a un équilibre nécessaire à trouver entre le confinement, enfin les mesures très restrictives et le maintien d'une activité économique et sociale qui demeure et qui est indispensable. On l'a bien vu, c'est indispensable pour l'école, c'est indispensable pour l'activité des salariés, pour l'activité des entreprises, pour l'activité des services publics aussi. C'est indispensable d'avoir cette activité qui est maintenue. Donc il faut trouver cet équilibre. C'est toute la difficulté qu'on a dans la mise en œuvre de ces mesures. Donc vous dites, si ça continue, on va y arriver de toute façon? Si jamais on n'arrive pas à enrayer, on n'aura pas le choix. Ouais. Alors c'est déjà un petit message à la population. C'est pas la première fois que je le dis, je crois. Alors aujourd'hui, il y a eu cette réouverture des centres commerciaux. Alors en demi-jauge, est-ce que ça ne mettra pas encore à mal ces commerçants-là qui ont eu du mal déjà à se remettre? Tous les effets, toutes les mesures qu'on prend de restriction, moi je pensais par exemple à des activités qui sont fermées depuis 1 an, les discothèques. Les bars sont fermés depuis combien de temps? Donc forcément, il y a un effet majeur sur leur activité, sur l'activité économique et sur leur capacité demain à pouvoir réouvrir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place un grand nombre de mesures de soutien.
Le fonds de solidarité, par exemple, c'est 140 millions d'euros qui ont été déversés pour les entreprises guadeloupéennes qui ont fait la demande au titre du fonds de solidarité. L'activité partielle, c'est presque 200 millions d'euros qui ont été dépensés pour les entreprises pour compenser en fait la non-activité des salariés pour les entreprises qui l'ont déclaré. Et les prêts garantis de l'État, c'est 700 millions d'euros. On a 1 milliard d'euros d'aides qui ont été mises en place en Guadeloupe. Ça, je ne parle que des aides de l'État et des aides directes de l'État. Il faut en plus rajouter les aides de la région et les aides des autres collectivités. Donc vous voyez que voilà, l'objectif, il est à chaque fois de maintenir la survie de ces entreprises. Et donc, si on peut maintenir aussi l'activité de ces entreprises, évidemment, il faut qu'on puisse le faire. Donc, il va falloir peut-être prévoir d'augmenter encore cette aide à l'endroit des chefs d'entreprise. Les aides sont maintenues, elles sont prolongées, puisque quand on prolonge toutes ces mesures administratives, regardez dans l'Hexagone, c'est le cas, regardez ici en Guadeloupe, et bien ces aides sont prolongées. On sait déjà qu'elles vont se prolonger jusqu'en juin. Oui, alors, comment aujourd'hui, et c'est ça aussi une vraie question, comment restaurer la confiance au niveau de la population? Alors, confiance au niveau de la vaccination, confiance au niveau des chiffres. Alors aujourd'hui, on a l'impression que ce mot confiance n'inspire pas confiance. On va dire ça comme ça. Il n'inspire pas confiance pour une partie de la population. La vaccination, par exemple, regardons les chiffres de la vaccination. Là, ce ne sont pas des chiffres dans l'absolu, c'est en comptant le nombre de personnes qui sont vaccinées. J'ai regardé tout à l'heure, on est à 32 400 vaccinés en Guadeloupe. On augmente de 3 à 4 000 vaccinés par semaine. On est en train concrètement d'augmenter très fortement le nombre de vaccinés. Ça veut donc dire que concrètement... La peur grandit ou pas? Ben, je ne sais pas si c'est la peur de la Covid et d'être malade. Oui, je pense que ça y fait, bien entendu, mais aussi le fait que, mais on s'aperçoit que la vaccination est vraiment la solution. C'est ça qui va nous permettre de sortir de cette période et de cette phase dans laquelle on est obligé de faire extrêmement attention parce que on a le risque d'être malade soi-même et puis de contaminer les autres. Et donc c'est la vaccination qui est la solution. Est-ce que la peur n'empêche pas d'avancer? La peur, elle empêche toujours d'avancer. C'est pour ça que je ne parle pas de peur, mais de crainte et justement d'essayer de passer au-delà de cette crainte et pour pouvoir anticiper les choses et de pouvoir imaginer ce que sera notre vie une fois on sera passé au-delà de ce Covid. Et on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Mais la vaccination va nous aider. Elle nous donne une orientation pour la suite. La directrice générale de l'ARS a expliqué. On est en train de préparer des plans de vaccination. Donc, on a beaucoup de centres de vaccination et ça fonctionne très bien. Les rendez-vous sont pris. Et il y a suffisamment de vaccins sur le territoire. Et on a suffisamment de doses de vaccins sur le territoire. On n'a pas de difficulté de doses de vaccins. Est-ce qu'on a le choix de son vaccin? Si vous allez dans un centre de vaccination, vous aurez du Pfizer. Si vous allez chez la médecine de ville, vous aurez de l'AstraZeneca. Donc, voilà. À vous de choisir où vous décidez d'aller vous faire vacciner. Donc on n'a pas de problème de dose de vaccin. D'ailleurs, on va lancer des vaccinations population globale, c'est-à-dire vacciner l'ensemble de la population. Alors dans les îles du Nord pour commencer, puisque à Saint-Barthélemy, on a des taux qui sont encore très élevés et on a une population qui est plus réduite. Donc la vaccination pour tous peut se mettre en place. Et on va ensuite la mettre en place à Saint-Martin. Et ici en Guadeloupe, on veut commencer par la vaccination population générale, c'est-à-dire offrir à l'ensemble de la population la vaccination possible dans les îles du Sud, en commençant par les Saintes. Vous savez qu'à Terre-de-Bas, on a connu un cluster important et donc et la population est prête, en tout cas, elle nous dit qu'elle est prête à être vaccinée. Donc on va développer cette vaccination pour tous à compter du mois prochain, à commencer par les îles du Sud. Et puis ensuite, petit à petit, on augmentera la capacité de vaccination. On est en train de préparer avec l'ARS un vaccinodrome, c'est-à-dire un endroit dans lequel on aura beaucoup de capacité de vaccins, au-delà même de ce qui existe aujourd'hui à Chonchon, qui est déjà un centre qui est déjà très développé. Aujourd'hui, on peut dire aux chefs d'entreprise, il n'y a pas d'économie forcément moribonde, on ne va pas vers la fin de l'économie. Non, l'économie ne va pas très bien. Enfin, concrètement, c'est bien pour ça qu'on a mis en place les aides qui sont là, et c'est pour ça aussi qu'on travaille beaucoup sur le plan de relance, parce que le plan de relance, c'est ça qui nous permet de préparer l'avenir. J'ai fait un déplacement hier, je suis allé voir des projets qui concrètement vont voir le jour. À la fois au Saintes sur le Fort Napoléon avec un projet financé qui va voir le jour dans les mois qui viennent. Et puis je suis allé voir d'autres opérations beaucoup plus restreintes, mais qui sont des rénovations thermiques, où là c'est changer des chauffe-eau solaires. C'est à chaque fois 200 ou 300 000 euros, mais ça veut dire de l'activité pour les entreprises locales, guadeloupéennes, qui vont pouvoir très vite avoir ces chantiers. Maintenant, sur un autre registre, l'hécatombe continue sur nos routes. Aujourd'hui, pas de solution efficace, monsieur le préfet?
Je suis... je ne sais pas comment dire les choses. Autant sur le Covid, je suis très inquiet, autant sur la sécurité routière, je suis plus qu'inquiet parce que je n'arrive pas à comprendre comment effectivement enrayer ces comportements sur la route, en fait, qui sont la plupart responsables des accidents. Je ne vais pas dire qu'on ne peut pas le faire. Il va falloir qu'on trouve les solutions. Il y a des solutions qui existent par les contrôles, et ça, on va continuer à le faire. C'est indispensable. Les contrôles qui soient en bord de la route par les gendarmes et les policiers, les contrôles par les radars. Et voilà. Tous ces contrôles vont continuer. D'ailleurs, je vais faire une opération avec les gendarmes d'ici à la fin de la semaine pour continuer à bien prendre ça en compte. Et puis, il y a tout un travail de sensibilisation et de compréhension. Et donc, je vais m'appuyer sur l'université, puisque je voudrais travailler avec des sociologues pour essayer d'adapter nos messages. Parce qu'on voit bien qu'on a un sujet de message et de compréhension des messages. De comprendre que quand on est sur la route, on est sur un endroit, une activité qui est la conduite de sa voiture ou la conduite de sa moto, qui est profondément dangereux. C'est profondément dangereux pour soi, si on ne fait pas attention, si on ne respecte pas les vitesses, si on prend des produits stupéfiants, si on roule en ayant pris de l'alcool, si on ne s'attache pas. Enfin, c'est profondément dangereux pour soi. C'est très dangereux aussi pour ceux qu'on transporte. Et puis accessoirement, ça peut être très dangereux aussi pour ceux qu'on va rencontrer au bord de route. Ceux dans qui on va rentrer parce qu'on ne fait pas attention et qu'on roule à gauche, parce qu'on ne maîtrise pas sa vitesse. Ceux qu'on va faucher sur le bord de la route, qu'ils soient cyclistes ou qu'ils soient piétons. Donc voilà, la route, elle est dangereuse. C'est un ensemble de comportements et c'est vraiment l'image d'une société, la route, la façon de se comporter sur la route. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à retrouver. Quelle lecture avez-vous de la société ? Eh bien, je vois que là, en tout cas sur la route, on voit bien que les règles, la majorité des règles ne sont pas respectées. Et donc on a tout un travail à faire pour que ces règles soient peut-être mieux comprises, pas adaptées, parce que je crois qu'elles sont parfaitement adaptées, mais mieux comprises, et pour que les gens aient bien conscience de l'intérêt de respecter ces règles. Alors peut-on lier ces comportements à l'atmosphère anxiogène qui règne depuis quelque temps, je dirais depuis le Covid? L'attitude sur les routes, elle n'est pas liée à ça. Quand vous regardez l'évolution des accidents sur la route, ça fait longtemps qu'en Guadeloupe, on a une situation qui est très différente des autres territoires et avec un nombre d'accidents graves et un nombre d'accidents mortels beaucoup plus élevé. Donc c'est pas lié au Covid, concrètement. C'est lié au comportement sur les routes. On va dire les Guadeloupéens sont comme ça? Non, justement, je ne veux pas dire ça. Je pense que justement, il y a des messages qui doivent être passés. Je pense qu'on va aussi mobiliser les familles parce qu'il faut que quand vous avez un accident de la route avec un jeune qui se tue sur la route, c'est pas seulement lui. Enfin, lui, il va être tué sur la route, mais tous les gens qui sont autour de lui, sa famille, sa petite amie ou son petit ami, ses parents, ses grands-parents. Il faut vous imaginer à chaque fois la douleur qu'il y a. Et je pense qu'il y a besoin d'avoir un sursaut collectif, social sur le sujet de la sécurité routière. Vous y croyez? Oui, bien sûr. Je crois à tout ce que je fais. Et à tout ce que les autres font? Je crois à tout ce que je fais. Monsieur le préfet, maintenant, autre registre, cette grève au sein des municipalités, avez-vous l'intention de réagir? Alors, j'ai l'intention de réagir. Concrètement, on se passe dans un conflit qui est un conflit entre les maires, les communes et une centrale syndicale, l'UTC-UGTG. Pour l'instant, je n'ai pas à intervenir. Et d'ailleurs, les autres partenaires n'ont pas à intervenir non plus. On est dans une relation très clairement, non pas entre les maires de façon globale et l'UTC-UGTG, entre chaque maire qui est employeur, qui est négociateur et qui est ordonnateur des dépenses, et la centrale syndicale. Et c'est dans le cadre de chaque commune que cette négociation doit avoir lieu. Pas dans un cadre plus global. On ne résoudra pas de toute façon les problèmes de chaque commune. Il faudra pourtant, de toute façon revenir... C'est ce que le syndicat demande. Oui, mais je ne comprends pas cette demande. Voilà. Concrètement, la négociation, elle doit se faire commune par commune parce que chaque maire qui a été élu, qui est le responsable et qui est donc le responsable de sa commune est celui qui doit avoir les négociations parce que c'est celui qui a le pouvoir de décider. C'est pas quelqu'un d'autre qui peut décider pour lui. Le syndicat dit non, il faut que ça se passe comme ça. Le syndicat, il faut qu'ils comprennent qu'il y a besoin de travailler commune par commune. D'ailleurs, j'ai noté qu'il y avait déjà eu des rencontres dans les communes. Donc il y a des choses qui avancent aussi. Ici, il n'y a pas de solution puisque la population est quand même en souffrance, une grève qui dure depuis un certain temps. Qu'avez-vous l'intention de faire? Mais est-ce que c'est à moi de faire quelque chose? Alors, on a vu que sur le dossier de l'eau, monsieur le préfet, et avant vous, l'ancien préfet Philippe Bustin, a dit que ce n'est pas du domaine de l'État. Et pourtant, l'État
a dit non à cette situation et l'État s'est immiscé dans ce problème de l'eau. Est-ce que, au niveau de cette grève des municipalités, vous ne pouvez pas faire la même chose? On n'est pas du tout sur le même registre. L'eau, il en allait clairement d'un problème de santé publique et de salubrité publique. C'est d'ailleurs pour ça que l'État est intervenu. Rappelez-vous les réquisitions, comment elles ont été motivées. C'était parce qu'on était dans une question de santé publique et d'approvisionnement de l'eau. C'est pour ça que l'État est intervenu. Là, dans le domaine de ce conflit social, on n'est pas du tout dans le même domaine. On est dans une volonté à la fois de l'UTC-UGTG de négocier de façon globale, mais en fait, les faits sont têtus. Les maires sont responsables, chaque maire est responsable dans sa commune. Et j'entendais tout à l'heure des reportages en venant en voiture, des interviews qui étaient données, où on voyait bien que, y compris quelqu'un qui s'exprimait en tant qu'expert, qui expliquait que les situations de chaque commune est différente. Vous ne pouvez pas avoir un accord cadre qui décide de ce qui va être fait à Vieux-Fort et de ce qui va être fait à Pointe-à-Pitre en même temps. Ça n'est pas possible, on est dans des situations qui sont très différentes. Le maire de Pointe-à-Pitre n'en peut plus. Il a fait appel à sa population, appel au personnel non gréviste. Et on sent il a un ras-le-bol de cela. Et plusieurs autres maires d'ailleurs. Alors c'est vrai que c'est pas de santé publique, mais quand les gens arrivent à cette situation, on peut s'attendre à tout. Bon, je crois qu'on peut s'attendre surtout à ce que chacun réfléchisse et décide concrètement de vouloir venir rentrer dans la négociation. Ouais. Donc pour l'instant, wait and see. Moi, j'ai répondu, puisque j'ai été saisi par le syndicat UTC-UGTG, j'ai répondu en début de semaine en expliquant quelles étaient les possibilités qu'il y avait de travailler avec les maires qui sont les responsables de ces sujets. D'accord. Maintenant, le report des élections régionales d'une semaine. Alors, est-ce qu'une semaine, ça peut changer quelque chose? Une semaine, ça permet, comme l'a dit le Premier ministre, ça permet d'anticiper les choses de façon différente, d'avoir une visibilité sur la situation sanitaire et donc de se préparer mieux. Mais moi, j'ai noté que une majorité des maires étaient pour le maintien de ces élections. Ils n'ont pas été suivis? Non, une majorité des maires était pour le maintien de ces élections. L'élection est décalée d'une semaine. On peut dire qu'une semaine, c'est le maintien des élections tout de même en juin, puisque c'était ça la question. Voilà, il est important, à mon avis, si on peut organiser, et si la situation sanitaire est conforme, comme l'a dit le Premier ministre, il est important que nous puissions organiser ces élections en juin pour avoir le temps ensuite d'avoir pleinement l'utilisation des capacités des mandats des gens qui seront élus, puisqu'après, on va rentrer dans d'autres phases électorales. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un risque pour que ces dates soient encore repoussées ou est-ce qu'on s'arrête là? Pour l'instant, je n'en sais rien. La décision a été prise. D'ailleurs, ça a été validé par le Parlement, me semble-t-il, au moins le Sénat, sur les dates de maintien de ces élections en juin. Alors, le Premier ministre dit que pour une bonne mise en place de ces élections, il va falloir faciliter la vaccination pour les assesseurs. Est-ce une obligation? Est-ce un conseil? Pour l'instant, on est en train de travailler sur le sujet. Ça sera vraisemblablement une forte incitation, si ce n'est une obligation. Ça peut être une obligation. Ça pourra l'être, oui. Avec le risque que les gens ne veulent pas se mouiller pour ces élections. Je pense que l'intérêt de la vaccination primera sur le sujet du volontariat ou pas. Oui, j'en suis sûr. Vous pensez? J'en suis sûr. D'accord, une manière de faire la promotion de ce vaccin. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toujours besoin évidemment de communiquer, mais la promotion du vaccin, elle est en train petit à petit de rentrer vraiment. Alors il faut vraiment que les choses se passent maintenant, parce que les élections présidentielles, c'est l'année prochaine et il faut qu'elles se fassent à ce moment-là. C'est comme tout, on est dans un calendrier électoral, il faut que les élections se passent dans un calendrier qui est prévu, parce que sinon après évidemment il y a des changements et des modifications qui peuvent intervenir. Mais il est important que nous puissions avoir ces respirations démocratiques avec des élections telles qu'elles sont prévues aujourd'hui. Dans un contexte particulier. Oui, dans un contexte particulier. Enfin, je ne suis pas le seul à m'être aperçu que la campagne électorale était lancée en Guadeloupe. De quelle manière? La campagne électorale est lancée, concrètement. Même si les gens ne se sont pas déclarés, on sent bien qu'on est dans un contexte préélectoral. Et je pense qu'on aurait tous intérêt à ce que les élections se passent en juin pour éviter d'avoir une campagne électorale qui dure trop longtemps. Oui. Maintenant, Monsieur le Préfet, donc, nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. Aujourd'hui, situation difficile en Guadeloupe. Votre message, si j'ai bien compris, il va falloir tenir bon. Garder espoir. Alors, est-ce que vous-même, vous tenez bon? Oui, je tiens bon.
Je vous rassure, je tiens bon. Je suis là pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Je tiens bon pour gérer la crise du Covid, mais je tiens bon aussi pour que nous puissions continuer le reste. Vous avez parlé du dossier de l'eau. Je peux parler du dossier du plan de relance. On a beaucoup de sujets de fond qu'il faut continuer à travailler, qu'il faut continuer à alimenter parce que voilà, il y a la crise du Covid, la crise de la Covid à gérer. Elle est essentielle, c'est indispensable, mais il faut aussi que nous préparions l'avenir puisque cette crise ne durera pas et il y a un moment où on passera au-delà et donc il faut qu'on ait anticipé les choses pour continuer à ce que la Guadeloupe continue à se construire et continue à vivre comme elle le doit. Maintenant, il faut aussi rappeler respect des gestes barrières, aussi peut-être privilégier le télétravail. Oui, c'est une chose que j'ai dite tout à l'heure en conférence de presse. C'est important de privilégier le télétravail. Et d'ailleurs, dans les services de l'État, on a décidé d'aller même un peu plus loin, puisqu'on va privilégier aussi déjà du fait qu'un certain nombre d'agents ne viendront pas travailler, ils seront en télétravail pour qu'on fasse des roulements, pour éviter qu'on ait trop de monde ensemble dans les services, parce que c'est un des cas de contamination, on le sait, c'est non pas quand les gens travaillent les uns avec les autres, mais quand on se retrouve à faire des pauses, quand on enlève son masque et quand on se parle un peu à une distance qui est plus limitée, eh bien on s'aperçoit qu'on a des cas de contamination. Donc il faut qu'on augmente en fait l'aération entre nous, les espaces entre nous, entre les agents, entre les personnes. Et donc une manière de le faire, c'est le télétravail qui est important. Évidemment, partout où c'est possible, dans les entreprises dans lesquelles on peut faire le télétravail, et puis pour des tâches qui peuvent être effectuées par télétravail. Il y a évidemment des tâches qu'on ne peut pas faire par télétravail. Alors, quelques cas pratiques. Par exemple, les journalistes qui ont à animer des émissions le soir jusqu'à peut-être 22h, 20h, comment ça va se passer? Est-ce qu'on peut se dire à 19h, il faut tout arrêter? Non, mais comme vous le savez, il y a des motifs qui vous permettent de continuer à circuler. Aujourd'hui, ça vous permet de circuler entre 22h et 5h du matin. Demain, ça vous permettra, à partir de samedi soir, ça vous permettra de continuer à circuler entre 19h et 5h du matin. Les raisons professionnelles sont un de ces motifs. Les motifs de santé aussi, bien évidemment. D'accord. Une des dernières questions. Sur ce territoire, il y a des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap ou autres. Comment ça doit se passer concrètement? Est-ce le simple respect des gestes barrières ou est-ce qu'il faut faire plus et comment? Alors pour tous les centres qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes qui ont les personnes besoin, âgées, par les exemple. personnes âgées, il y a des protocoles particuliers qui existent. Chaque établissement a ses protocoles qui existent et doivent les appliquer. Donc pour les personnes en situation de handicap, par exemple, il y a un certain nombre de protocoles. Je peux penser au port du masque, qui n'est pas forcément obligatoire en fonction du handicap. L'accompagnement avec des gens qui peuvent être plus proches. Enfin, tout ça est prévu par des protocoles. Maintenant, ça fait un certain temps qu'on a l'habitude de le vivre. Il faut les appliquer. Il faut continuer, il faut continuer à les appliquer strictement. D'accord. Alors maintenant, un message aux Guadeloupéens. Un message, c'est celui de la responsabilité. Je pense qu'il faut que vraiment chacun ait bien conscience que l'application des gestes barrières, le fait de ne pas se rassembler, le fait de ne pas faire de fêtes clandestines ou dans des endroits privés en imaginant qu'on se cache, tout ça, c'est vraiment la responsabilité pour, je le rappelle, se protéger soi-même, mais encore, c'est pas le plus important, c'est surtout protéger les autres. Et puis plus de sanctions. Il y aura, comme toujours, quand on prend des mesures, il y aura des contrôles et il y aura des sanctions pour ceux qui ne les respectent pas, mais c'est pas là-dessus que je veux appuyer. Moi, je veux vraiment appuyer sur la responsabilité. Et puis, concernant la sécurité routière, vous avez dit tout à l'heure que ce week-end, il y aura une opération. Avant la fin de la semaine, j'aurai une opération particulière. Merci, monsieur le préfet, d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc vendredi pour une émission spéciale où sur ce plateau, nous aurons plusieurs maires de communes pour nous parler de cette situation difficile au sein des municipalités. Excellente soirée à tous.